Les suicides par noyade, ce phénomène peu reluisant devient répétitif dans notre société. De plus en plus d'individus se jettent du haut du pont pour mettre fin à leur vie. Les causes qui poussent ces derniers à se donner la mort sont multiples. Nous en parlons dès le début de cette édition. Déjà qualifié pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, le Mali finit tout en finesse sa campagne des éliminatoires. Les Aigles ont fait une promenade de santé devant le Soudan du Sud en gagnant 4-0 pour cette 6e et dernière journée de qualification. Sur le résumé en toute fin d'édition. Voilà donc pour les titres de ce soir. Merci d'être présents très nombreux pour cette session d'information de votre deuxième chaîne de télévision nationale. Bonsoir et bienvenue à tous. À l'intervalle de 2 ans, des individus se sont jetés du haut du pont pour mettre fin à leur vie, des suicides par noyade. Ce phénomène peu reluisant défraie la chronique, surtout sur les réseaux sociaux. Les causes qui poussent ces derniers à se donner la mort sont multiples. Des causes au rang desquelles le stress, des problèmes complexes qui entraînent un sentiment d'impuissance et de désespoir. Au RTM2, tout en se questionnant sur la problématique, a tenté d'en savoir davantage. C'est un reportage de Mariam Boubacar Maïga. Depuis un certain temps, nous assistons à une recrudescence des cas de suicide par noyade au niveau du 3e pont de Bamako. Un phénomène inquiétant qui défraie la chronique, notamment sur les réseaux sociaux. Les causes pour ces spécialistes en psychologie sont multiples. Parmi les événements déclenchants, on retient d'abord les dés, c'est-à-dire d'une personne proche, auquel c'est-à-dire le décès est insupportable et intenable. Il y a aussi le cas des ruptures, ça peut être des ruptures conjugales, mais des ruptures amoureuses. Souvent, ça peut être également lié à des licenciements. Et après, il y a les cas de difficultés financières. Donc, lorsqu'une personne n'a pas beaucoup de chances d'avoir une économie stable pour subvenir à ses besoins fondamentaux, donc des fois, la personne trouve comme issue de mettre fin à sa vie. Et après ça, il y a les cas de conflits familiaux, il y a aussi les échecs répétitifs. Donc après tout ça, il y a un dernier point qui est le plus important. Il y a une forme de dépression qu'on appelle la mélancolie, qui est une dépression très très insupportable, qui fait que souvent la personne tombe dans un délire. Et à la suite de ce délire-là, soit peut amener la personne à mettre fin à sa vie, mais des fois même aussi peut tuer ses enfants, sa femme, avant de se suicider. Il est difficile de se rendre compte qu'une personne est sur le point de se donner la mort. Toutefois, notre psychologue préconise des moyens préventifs. Pour un départ, il faut voir d'abord si la personne est capable de se projeter dans l'avenir. Donc lorsque quelqu'un n'a pas un objectif, n'a pas un but, il est incapable de se projeter dans l'avenir, ça veut dire qu'à un moment donné qu'il faut mettre la personne sous observation clinique, voir encore comment on peut vraiment susciter des intérêts et des motivations. Aussi, il faut revoir un peu la capacité d'intégration relationnelle. Donc les gens qui sont dans cette incapacité d'avoir des relations sociales, d'avoir des relations professionnelles, d'avoir quelle que soit la nature, et même certaines difficultés d'investissement affectif dans les relations. Donc c'est des personnes déjà qu'il faut vraiment surveiller. Des éclaircissements qui démontrent que le suicide est le plus souvent lié à des problèmes complexes ayant pour corollaire le stress excessif qui entraîne un sentiment d'impuissance et de désespoir. Autre phénomène de société, la méchanceté qui dépasse l'entendement. Comme si cela ne suffit pas, il y a des individus qui vont jusqu'à nuire à leur prochain en usant de procédés maléfiques. Dans ce climat délétère, la situation devient sauf qui peut. D'autres font recours à une amulette, ce petit objet qu'on porte pour conjurer le mauvais sort ou attirer le bonheur. Cette croyance au pouvoir des amulettes est-elle fondée? C'est l'interrogation à laquelle notre reporter Samba Sanogo apporte des éléments de réponse dans ce dossier du samedi. Au Mali, la société accorde beaucoup d'importance aux sciences occultes. L'utilisation de l'amulette pour se protéger contre tout mal ou obtenir le bonheur est une vieille pratique. Mais les avis sont divergents sur la question. Cela est culturel, surtout précisément au Mali. C'est des choses qu'on met. Peut-être il y a d'autres, c'est des écritures qui montrent que dans notre société, l'individu a besoin d'une protection.
Je pense effectivement que ces amulettes au-dessous-là n'ont pas grande signification. Ça ne protège pas, à mon avis, ça ne protège contre rien. Pour les traditionalistes, l'utilisation de l'amulette ne date pas d'aujourd'hui et elle est ancrée dans nos valeurs. Nos ancêtres ont résumé et ont facilité le vivre ensemble et la cohabitation avec les esprits visibles et invisibles. Nous avons évolué avec un système éducatif d'initiés et d'initiation. Donc chaque étape correspond donc à la purification du corps, à la protection et à l'entraide et faire en sorte que l'homme puisse être aguerri. Les religions musulmanes et chrétiennes condamnent l'utilisation des amulettes pour une raison particulière. Dieu qui est le maître de l'univers, c'est lui aussi qui détient la protection absolue. De ce fait, l'islam interdit certains et il déconseille d'autres. Et si c'est constitué d'autre chose que le Coran, ça c'est formellement interdit. Si c'est uniquement le Coran, les avis des érudits divergent là-dessus. Il y a deux conceptions. Une conception magique et puis une conception médicale. La conception magique, l'Église dit non à cela. Par contre, porter des allumettes dans une conception médicale, c'est possible. Difficile d'aboutir à un consensus. L'utilisation des amulettes pour n'importe quelle raison dépend de l'appréciation de tout un chacun. La belle Fatima et l'homme sans cicatrice, c'est le titre du nouvel ouvrage édité en français et Bambara, une œuvre qui revient sur l'histoire de la jeune demoiselle qui voulait se marier à un homme sans cicatrice. Il s'agit d'un conte que l'auteur Andudj Johnson, dite Mamou-Koné, a rédigé en livre, une manière pour la diplomate américaine de préserver le riche patrimoine culturel du Mali. Les bonnes feuilles de l'ouvrage avec Aïssa Taba. La belle Fatimata et l'homme sans cicatrice est un ouvrage de 180 pages à l'actif d'une diplomate américaine. Anne Dutt Johnson, dite Mamou-Koné, contribue ainsi à la valorisation des contes qui constituent un patrimoine au Mali. Il y a des personnages, lorsqu'ils arrivent dans un pays, ils se sentent intéressés à l'histoire, à la culture, et ils collectent des informations qui finissent par devenir des livres. Et Mamou-Koné a fait un travail de documentation de ce type et qui effectivement vient enrichir la bibliographie malienne. Pendant ces temps libres, elle a pris le temps de faire la collecte de contes. Et puis pendant des années, elle a continué à transcrire, à corriger, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle se sente prête pour le présenter à un éditeur. Les contes, c'est une partie de magie, une partie d'histoire, une partie de moralité, de mœurs et d'historique aussi. Donc tout ça c'est enveloppé dans une culture riche que vous avez ici au Mali. La diplomate américaine considère le Mali comme sa seconde patrie pour y avoir séjourné pendant plus de 30 ans, d'où son intérêt pour la promotion de la culture malienne, une marque d'estime et surtout de considération pour le ministre de la Culture. Vous savez, nos contes, ce sont nos humanités. Dans les contes, il y a nos valeurs que nous devons transmettre à nos enfants. Donc le ministère de la Culture, à travers ma modeste personne, félicite et encourage les Maliens eux-mêmes, parce que cette dame, vous l'avez entendu, elle parle bambara, elle parle plusieurs langues. Alors donc nous encourageons les gens à faire comme elle, à écrire nos contes, à les transmettre à nos enfants. Parallèlement aux contes, Mamou-Koné s'intéresse également aux histoires des griots racontées lors des fêtes. Elle entend mettre en place un système susceptible de préserver le métier griot. Du sport à présent, la 3e édition du championnat national féminin de cricket a connu son épilogue ce 8 septembre. Au terme de la compétition, l'équipe Tara de Sikasso s'est classée première sur les 8 équipes participantes. La deuxième place est revenue à Némi de Katibougou, une compétition déroulée du 1er au 8 septembre 2023. Résumé de la 3e édition du championnat dames de cricket, c'est avec Astansou.
Troisième participation et première fois championne du Mali. L'équipe Tata de Sikasso voit ainsi ses efforts récompensés au cours de cette troisième édition du championnat national féminin de cricket. Un travail acharné à la suite de 2 défaites lors des précédentes rencontres. Nous avons préparé cette victoire depuis la première édition du championnat. Nous avons certes connu des défaites, mais cela n'a pas entaché notre ambition à travailler pour devenir champion du Mali. Les filles ont mouillé le maillot en dépit de toutes les contraintes que nous subissions, car le cricket est nouveau dans notre environnement sportif. Pour la présente compétition, elles étaient au total 8 équipes à y prendre part. Et quant à ce match, les équipes Némi de Katibougou et celles de Kouroukanfoukoua se disputent la 2e place. C'est finalement Némi de Katibougou qui s'adjuge la position convoitée. S'implantant de plus en plus dans la région, 2 nouvelles équipes de Ségou et de Koutiala ont fait leur entrée en lice. Une particularité qui vient s'ajouter à bien d'autres pour ce 3e championnat. Nous avons des nouvelles équipes qui viennent notamment de Sikasso, de Koutiala et de Ségou. Koutiala est à sa toute première participation, Ségou la même chose. Et Sikasso amène 2 équipes et Bamako avec 4 équipes. Le cricket féminin, c'est aujourd'hui la priorité des priorités de l'ICC. Donc ce que nous sommes en train de faire au Mali ici, c'est très bien apprécié. Et dans les années à venir, la part que nous recevons de l'ICC pourra changer de façon très positive. Les activités de cette 3e édition du championnat national féminin de cricket ont été closes par la remise de distinction à l'équipe championne, mais aussi à celles qui se sont démarquées dans le plus grand fair play. Et du football, avant de boucler cette édition de ce samedi, le Mali est déjà qualifié, s'est largement imposé contre le Soudan du Sud, 4-0. Un match comptant pour la 6e et dernière journée de qualification à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Une victoire amenée par l'ancien Lorientais Ibrahima Koné, un doublé du Rémois Kamori Doumbia et un autre du milieu de terrain, Néné Dorgles. Résumé du match avec Awa Kamisoko. C'est un poste d'équipe qualifiée pour Cannes 2023 que les Aigles du Mali recevaient le Soudan du Sud. Bon dernier du groupe G. Déjà battu à l'aller 3-1. Les Aigles du Mali techniquement au-dessus régalent le stade du 26 mars. À la 10e minute, Ibrahim Koné ouvre le score sur un service de son compère de l'attaque Adama Traoré Malouda. Les 6 Soudanais sont perdus dans les jeux. À la 30e minute, Néné Dorgles trouve Kamori Doumbia pour le 2e but. Au retour de la pause, les combinaisons se multiplient côté Aigle. Les visiteurs sont aux abois. À la 57e minute, sur un joli débordement, Amadou Dante sert Kamori Doumbia pour le 3e but, son doublé de la soirée. Et pour terminer, les festivals, Yves Bissouma, à la 83e minute, offre le 4e but à Néné Dorgles. Mali, c'est un bon équipe. Beaucoup de joueurs ici jouent en Division 1, mais c'est bon parce que nous on connaît c'est un difficile match et toute la fin, tout le monde ici c'est difficile, mais on continue de travailler et c'est ça. Voilà, c'est une victoire qu'on voulait donner au peuple, de donner un peu de sourire avec cette histoire de l'attente qui s'est faite au nord du pays. Voilà, on est aussi des humains, ça nous touche aussi quand le pays va mal. Voilà, donc voilà, on a essayé de donner cette victoire à notre peuple, on est content. Mais voilà, je pense que techniquement, c'est l'un de nos plus mauvais matchs. Alors, on a perdu beaucoup de ballons, je pense qu'on doit être encore plus exigeant et pour pouvoir marquer plus de buts. Je suis très content de cette victoire. Les Aigles bouclent cette campagne en tête du groupe G avec 15 points. Tous les regards sont tournés vers Abidjan en vue du match amical international le mardi 12 septembre face à la Côte d'Ivoire. Un choc très entendu. Bonne chance aux Aigles du Mali. Voilà, ceci met un point final à cette édition de ce samedi soir. Mais surtout, gardez le relais, surtout gardez votre position. Aïssa Taba prend juste le relais juste après cette édition pour ORTM de Kibarou, l'union sacrée autour du Mali en ces douloureuses circonstances. Voilà ce qui peut nous aider à nous sortir de cette situation. Le Mali est dans nos cœurs et dans nos esprits. Que la paix soit avec vous.